Alors, je crois que tu voulais nous faire participer à un petit pas de danse folklorique. Oui, parce que j'aime bien la danse. Alors, tu me feras comme ça, comme si tu tenais des castagnettes. Et puis... Oui, vous pouvez participer aussi. Alors, Et puis, t'as bien je suis désolé, je crois que j'ai foutu un peu en l'air ce moment folklorique. comme ça. Merci. Merci. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, pourquoi ce petit moment de danse? Alors, parce que moi, je suis d'origine portugaise, mon papa est portugais, ma maman est italienne, mais on est beaucoup plus proche de la culture portugaise, à laquelle je suis vraiment attachée, puisque c'est une culture qui correspond bien à ma sensibilité, à mes valeurs, à ce que je suis et toute l'éducation que j'ai reçue. Alors, tu répétais beaucoup, je voulais comprendre, je voulais comprendre, je voulais comprendre. Donc, t'es une fille qui voulait comprendre. Et comment t'es arrivée dans le social? Oui, je voulais comprendre parce que moi, je suis très pratico-pratique. Hein. Je me pose des questions assez naïves et toutes les questions un petit peu d'injustice, d'inégalité et autres, je me les pose telles quelles. Pourquoi et en se posant la question du pourquoi, on n'a jamais de réponse. Par contre, quand on se pose la question du comment et qu'on analyse les pratiques et qu'on regarde un petit peu et qu'on observe ce qui se passe autour de nous, on comprend les mécanismes en jeu, on comprend ce qui est en train de se faire devant nous, on comprend l'action et on comprend donc les origines et le pourquoi du comment. Et moi, j'ai des parents immigrés, comme je vous l'ai dit, et en fait, moi, j'ai toujours vu mes parents bien militants pour le respect de la dignité humaine, pour l'injustice, contre l'injustice sociale, et donc, leur combat, j'en ai fait le mien, et j'ai décidé de rentrer à l'âge de 17 ans à l'école d'assistante sociale. J'ai eu la chance de réussir le concours, mais j'étais jeune, inexpérimentée, et j'avais une vision très idéalisée et très erronée du métier. Et donc à partir de là, je manquais d'outils pour comprendre. Et donc j'ai décidé de reprendre la fac en sociologie et d'axer plutôt mon parcours sur le développement local. D'accord. Et tu te retrouves dans un cabinet d'audit, c'est ça, qui travaille sur l'égalité? Voilà, moi en fait, durant la fac, alors, ça s'est pas fait comme ça tout de suite. Moi, durant la fac, en sociologie, on vous apprend à déconstruire les stéréotypes, à déconstruire les préjugés, à comprendre un petit peu les comportements des individus et de la société, et de voir un petit peu comment tout ça fonctionne ensemble. On vous apprend à réfléchir d'une autre manière, avec une autre vision du monde. On vous apprend à prendre du recul. Et donc, moi, à partir de là, j'ai commencé à comprendre la construction des rapports de genre, des rapports entre les hommes et les femmes, comment ils étaient teintés de stéréotypes, de préjugés, de vérités affirmées et de beaucoup d'ignorance. Et là, moi j'ai une intervenante qui détenait un petit cabinet sur l'égalité homme-femme. On a sympathisé, on a travaillé ensemble et puis elle m'a offert un poste à la fin de mes études. Et donc pendant un an, je l'ai suivie sur ces questions d'égalité professionnelle. D'accord. Alors, ce que vous disiez, c'est qu'il y a une loi qui était votée et que les entreprises, à cause de cette loi, étaient obligées de se mettre un peu au parfum, c'est ça? Oui, c'est un petit peu ça. Enfin, tu schématises quand même, mais dans l'idée, en fait, c'est qu'une entreprise va à un moment souhaiter développer, obtenir le label égalité, qui est un label certifié, donc avec différentes normes. Ça a un coût, ça implique également une mobilisation des équipes, à la fois pour les personnes en bas de l'échelle qui appliquent, mais également pour les responsables et les directeurs. Et donc nous, notre rôle était d'accompagner ces entreprises dans la prise en compte des problématiques liées aux inégalités de traitement entre les hommes et les femmes, donc que ce soit au niveau du recrutement, que ce soit au niveau des évolutions de carrière, que ce soit au niveau des salaires, des formations, et puis pour les passages à la retraite et tout ce qui s'en suivait. Et donc une entreprise, en effet, qui souhaitait obtenir le label égalité, cela lui permettait d'avoir une reconnaissance sur le marché du travail, une reconnaissance, il faut le dire aussi, pour sa conscience, parce que ça passe beaucoup par là, et que c'est surtout des enjeux économiques avant d'être des enjeux humains.
Mais ce qu'il était intéressant de voir, c'était que les entreprises s'aventuraient sur ces questions-là pour des enjeux économiques à la base, et puis par la suite, voyant les transformations et les avancées au sein de leur équipe, ils prenaient conscience de l'importance de traiter ces questions en leur sein. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est la différence entre un stéréotype, un préjugé et une discrimination? Comment on va de l'un à l'autre? Comment ça fonctionne? Oui, j'avais participé à une conférence où il y avait un monsieur qui était sociologue et historien, si je crois bien, Patrick Czarminski, et qui travaille sur les discriminations. Et il expliquait un petit peu le processus de discrimination, qui, à la base, il y a un stéréotype. Alors, l'exemple que j'ai en mémoire, c'est un exemple sur les homosexuels. Donc, je vais utiliser cet exemple-là. Donc, par exemple, on part du stéréotype où les homosexuels sont bruyants. Le préjugé, c'est chaque fois que les homosexuels sortent, ils font énormément de bruit. L'acte que je vais penser, c'est je ne souhaite pas les accueillir dans mon bar parce qu'ils vont faire trop de bruit. L'acte discriminant, donc le passage à l'acte, c'est j'interdis mon bar aux homosexuels. C'est tout un processus, c'est tout un engrenage. Les faits sont... on voit souvent le haut de l'iceberg, on ne voit pas tout le processus qu'il y a derrière et qui amène à l'acte discriminant. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à chacun, on est tous empreints de stéréotypes, on a tous en nous des préjugés, on ne peut pas s'en défaire, c'est ce qu'on appelle la socialisation, hein. C'est vraiment le fait qu'on a été éduqué et que on a intégré toutes les normes de ce monde. Par contre, le fait d'en prendre conscience, ça permet de les mettre à distance, de les traiter autrement et d'éviter justement d'être discriminant, parce qu'on l'a tous au moins été une fois. Tu rappelles souvent que tu as l'impression que les patrons, les directeurs, les RH, je ne sais pas quoi, sont discriminants involontairement. Oui, parce qu'il y a des pratiques, par exemple, il y a la loi et il y a les réalités. Une entreprise qui vient de se monter, je parle vraiment d'une petite PME qui a du mal déjà à obtenir ses fonds, qui se monte avec une toute petite équipe de 3-4 personnes, où la chef d'entreprise va dire à un de ses salariés, écoute, tu as le droit de tomber enceinte, hein, c'est pas le problème, mais moi si tu tombes enceinte pendant cette première année, c'est pas possible. C'est pas possible. Et parce que financièrement, je vais pas pouvoir assurer, etc. Donc déjà là, c'est un acte discriminant en soi, puisqu'on n'a pas à interdire aux salariés de tomber enceinte, hein, ça fait partie des 18 critères de discrimination, mais en même temps, la réalité de l'entreprise fait que le patron a certaines obligations qu'il doit remplir. Donc comment concilier la loi et les réalités pour que le patron ne soit pas discriminant, mais que le salarié ne subisse pas non plus un acte de discrimination? Par contre, il y a également des salariés qui vont recruter et simplement, en recrutant, ils vont dire « nous recherchons une assistante de direction ». Ben oui, parce que les assistantes de direction sont forcément des femmes. Il n'existe pas d'hommes assistants de direction. Donc déjà, dans le profil de poste, c'est féminin. Et là, c'est souvent des discriminations qui, au départ, sont faites sans réelle conscience. Et c'est par le travail avec les directeurs, avec les DRH, qu'on remet en question un petit peu tous les process des ressources humaines et qu'on leur pointe du doigt là où ils peuvent être discriminants et provoquer des inégalités. Marianne, pour toi, dans ta vie, c'est quoi le féminisme? Alors pour moi, le féminisme, c'est œuvrer pour une équité de traitement entre les hommes et les femmes. Dans tous les domaines de la vie économique, intime et familiale et sociale. C'est vraiment le féminisme, c'est pas qu'une affaire de femmes. C'est une affaire de femmes, c'est une affaire d'hommes, c'est une affaire de tous les individus de la société, puisque œuvrer pour l'équité de traitement, c'est œuvrer pour le vivre ensemble. Ça en fait partie. C'est un combat parmi plein d'autres, parmi tous ceux qui seront élaborés, je pense, aujourd'hui et d'autres encore. Excuse-moi. Et ton compagnon, quand tu as commencé à t'occuper de féminisme, il a réagi comment? Il a eu peur. Il est là, il pourra en parler. Non, je suis désolée, il n'y aura que des femmes aujourd'hui. Je sais bien. Ça lui a fait peur au début parce que, bon, il faut dire aussi, j'ai un bon caractère, moi, donc forcément, j'arrive avec ces questions-là et pas forcément avec de la douceur. Donc, il a fallu, comme dans toute relation humaine, mais indépendamment des sexes, indépendamment du genre, il faut pouvoir s'apprivoiser. Et à un moment, discuter de ces questions-là avec mon compagnon, je m'y suis prise au départ un peu de manière abrupte, beaucoup dans la colère. Donc forcément, ils se sont agressés. Et puis au fur et à mesure de la discussion, des échanges, moi, il m'a fait progresser. Il m'a fait comprendre comment être convaincante et que la colère n'est pas un acte toujours convaincant.
Mais comment expliquer sans s'énerver pour se faire comprendre, pour comprendre? Et en fin de compte, si aujourd'hui j'insiste autant sur le fait que le féminisme, c'est une équité de traitement entre les hommes et les femmes, c'est parce que chaque fois que je le vois, je me dis qu'il ne faut pas que j'oublie l'homme dans cette question-là. C'est à moi, eh bien. Nous allons donc passer à ma superbe question, magnifique question. Une utopie et une proposition concrète pour notre société. Alors moi, en utopie, j'aimerais bien que la catégorie femme et homme n'existe pas, que la catégorie féminin et masculin n'existe pas, parce que pour moi, le féminin et le masculin, c'est des grosses conneries. La femme doit être de telle manière, l'homme de telle autre manière. Qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme? À part la définition biologique du terme, ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc concrètement, moi j'aimerais bien qu'on pose la question à toutes ces personnes, à tout le monde. Qu'est-ce que c'est qu'être femme? Qu'est-ce que c'est qu'être homme? Qu'est-ce que c'est qu'avoir les deux sexes ou n'en avoir qu'un ou ne pas en avoir? Qu'est-ce que c'est que le genre, se sentir homme et femme? Et je pense qu'un vrai travail de fond serait nécessaire pour redéfinir des catégories qui permettraient de dépasser tous ces clivages et de ne plus traiter ces questions sous un angle manichéen, l'homme, la femme, comme s'il y avait un yin et un yang. Brigitte, t'as écrit tout ça? J'ai fait un condensé. Hein. Plus de femmes, plus d'hommes? J'ai écrit que la catégorie homme-femme n'existe pas. Ouais, c'est l'idée. Tu préfères plus de femmes, plus d'hommes? Non, je préfère rien du tout. Plus personne, quoi. Non, tiens. Allez, plus d'être vivant. Pas de yin et yang, quoi. Non, voilà. Très bien. Eh bien, on va laisser yin et yang en bas du tableau. Ouh là là. En tout cas, merci beaucoup, Maria. Merci à vous. Et merci, monsieur.